Bonjour Philippe, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour nos talks du luxe et du retail. Alors Philippe, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Super, merci déjà. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là également. Me présenter en quelques mots. J'aime parler de mes passions pour me présenter. Donc, ma première passion, c'est la passion des voyages, la passion de l'aventure, découvrir des mondes nouveaux, quelque chose qui me fascine. Donc voilà, je pourrais dire que je suis un aventurier, d'où mon tour du monde. Et la deuxième chose, j'aime parler des relations humaines. Donc je suis amoureux de la relation, je suis amoureux de la rencontre, la qualité du regard, la qualité de l'échange, la qualité de la parole, la qualité de l'énergie qu'on va échanger. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'aime beaucoup le présentiel par exemple. Et voilà, donc je pourrais dire que je suis un humaniste passionné, aventurier, bien sûr. Et puis je suis amoureux de la mode aussi, donc ça tombe bien quand même. J'ai travaillé 20 ans dans la mode et on se retrouve aujourd'hui, donc voilà, le bon timing. Super, merci Philippe. Et justement, tu as travaillé dans la mode. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours, par où tu es passé, s'il te plaît? Alors écoute, c'est un parcours long et dont je suis très fier. J'ai plutôt envie de parler de deux moments de mon parcours, par exemple, en tout cas deux maisons. Gap, j'ai connu les années flamboyantes de Gap, quand Gap est arrivé en France. Donc c'était absolument extraordinaire, je crois que c'est le mot. Le souci de développer les équipes, cette qualité incroyable d'animation, les magasins spectaculaires. Je parle de Gap avant Uniqlo, avant même l'ultra expansion de Zara. Donc Gap, et puis Gap pour cette reconnaissance absolue et incarner des équipes. On entend beaucoup de mot reconnaissance en France. Gap, c'était vraiment la reconnaissance incarnée. D'ailleurs, j'ai une anecdote que j'adore dans mon livre, que j'ai écrit dans mon livre, Don Fisher sur les Champs-Élysées, en visite. Donc, c'est des performances incroyables. Il vient sur les Champs-Élysées, le fondateur de Gap, et il me prend par l'épaule, et comme ça, on fait 1 heure et demie de visite. Il a un petit calepin, il note les choses. Voilà, donc Gap, c'est vraiment cette relation incroyable avec l'employé. Et puis, j'aimerais parler, Sabine, bien sûr, de Sandro. Je travaille aussi pour Zadig et Voltaire. Et Sandro, une histoire d'amour incroyable et remarquable. Pendant 7 ans, quand je suis arrivé chez Sandro, j'avais comme feuille de route de développer l'Europe. Je suis arrivé, il y avait 2 ou 3 pays. Et j'ai ouvert une dizaine de pays avec mes équipes. Donc, Sandro, des années extraordinaires, des combats de chiffres pendant plusieurs années. Et puis Sandro, c'est aussi Evelyne Chetrit et Hélène Chetrit. Donc pareil, j'ai presque envie de dire que c'est une histoire d'amour avec eux, une rencontre. Jean-Philippe Becquet aussi. Voilà, donc je suis très fidèle. 8 ans chez Gap, 7 ans chez Sandro, un long parcours retail et voilà des maisons que j'ai aimées passionnément. Philippe, tu as écrit un livre qui s'appelle Récit d'un tour du monde intérieur. Dans ce livre, tu nous parles de tes voyages. J'aimerais que tu nous dises que ces voyages ont changé pour toi, dans ta vie, dans ta manière de voir les choses. Alors, ce voyage, je pars suite donc, cette aventure professionnelle et donc un épuisement professionnel et je pars pendant 1 an sur les routes du monde, j'aime dire sans téléphone et sans organisation. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'est une folie absolue, puisque la plupart de nos voyages sont quand même complètement organisés. Et là, je pars en Afrique et il y a 4 premiers jours sont organisés et ensuite rien n'est prévu. Donc c'est un voyage où je m'ouvre complètement à l'inconnu. En fait, je me jette dans l'aventure, je fais le grand saut, le saut dans le vide. Donc ce sont des centaines de rencontres, 24 pays, 3 continents. Je passe par l'Afrique, Passionnant. ensuite je pars en Asie, ensuite je prends un avion, je me souviens de Bangkok et j'arrive à Buenos Aires. Enfin, donc c'est complètement improbable. Donc un voyage comme ça, c'est la grande aventure, c'est bouleversant, c'est passionnant, c'est surtout les centaines de rencontres, hein, puisqu'au bout d'un moment, un aventurier, bah, il se met à marcher avec des gens qu'il rencontre au fil de l'aventure, donc ça devient effectivement une grande expérience humaine. J'en retire beaucoup de choses, on pourrait faire un podcast que sur le voyage. J'ai déconnecté pendant 1 an de mon téléphone. Donc je pense aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui à quel point nous sommes addicts au téléphone et à quel point cette addiction peut perturber nos vies, puisque être déconnecté du téléphone, c'est s'ouvrir d'un coup à la rencontre, à la relation, c'est s'ouvrir d'un coup à l'inconnu, à l'énergie. Donc voilà, c'est un voyage extraordinaire, c'est le mot. J'en retiens beaucoup de choses. Écoute, depuis le retour, c'est le goût de la lenteur, c'est toujours cette qualité de relation qui m'anime.
J'en retiens également d'avoir surmonté toutes mes peurs. D'avoir surmonté mes peurs, c'est-à-dire la peur de l'inconnu, la peur de l'inattendu, la peur du manque de technologie, toutes ces choses-là. Et puis, j'en retiens quelque chose d'extraordinaire, c'est à quel point on peut surmonter nos épreuves, puisque quand je pars, je suis épuisé, et puis je me jette dans cette aventure, et cette aventure, elle me remet en vie. Donc voilà, c'est un livre que j'ai écrit avec passion et amour. Bah, tu nous dis que tu étais à un moment donné de ta vie un peu épuisé, que ce voyage t'a remis en vie finalement. Tu as eu le nouveau toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce burn-out justement qui t'est arrivé ou quelle a été la source de ce voyage? Est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est une envie d'arrêter de travailler dans le retail? Qu'est-ce qui a été cette source finalement de voyage et ensuite de ce livre? J'ai jamais eu envie d'arrêter de le retail. Hein, c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit. Et en 2018, j'ai une première alerte, je brise une hanche de fatigue. Et quelques mois plus tard, je brise la deuxième hanche. Donc mon burn-out, c'est un burn-out physique, le corps lâche. Ce qui est souvent le cas hein, dans les burn-out. Je ne veux pas du tout être un spécialiste du burn-out, j'insiste. Ce burn-out, il est physique. Je pense que j'aurais pu continuer à travailler. C'est-à-dire, il y a eu effectivement un épuisement moral suite aux opérations, un épuisement psychologique, mais j'aurais pu continuer à travailler. Et en fait, il y a un contexte à ce moment-là qui fait que le burn-out s'est aggravé plutôt que je puisse revenir. Le contexte, c'est quoi? Je me souviens très bien, on est en France dans le contexte des Gilets jaunes, très pressurisant pour le retail, pour les équipes. Je suis quelqu'un qui est proche du terrain, on en parlera après, c'est ma spécificité. Et je me rappelle, pendant les Gilets jaunes, aller voir mes équipes le samedi à Paris, on barricadait les boutiques, donc il y a une tension, en plus de mon burn-out physique, qui à ce moment-là, qui exacerbe les choses. Et puis, à ce moment-là, chez Sandro, il y a un mouvement interne de CEO assez important. Donc, il y a Jean-Philippe Equet qui participe vraiment pendant 5 ans à la croissance de Sandro et avec qui je travaille, donc qui part pour de nouvelles aventures. Et on a, Sabine, un flottement pendant un an et demi. C'est insupportable. Flottement sans CEO en fait. Voilà, sans management, sans ligne directrice, sans vision. Absolument. Tu as pendant un an et demi, des CEO, des gens qui se remplacent, des gens qui sont en mission. Un CEO, enfin, on parle de quelqu'un qui drive l'entreprise, qui met une stratégie, qui accompagne les équipes. Là, on a quelqu'un qui venait pendant un jour ou deux. Donc, moi, en plus de mon épuisement et en plus du contexte social français à ce moment-là, voilà. Et donc, cette accumulation de choses fait qu'effectivement, mon burn-out cet épuisement devient insurmontable. Et je suis à un moment face à un mur. Et j'aime pas rester longtemps en face d'un mur. C'est quelque chose que je trouve insupportable. Tu sais, d'avoir l'impression de subir, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. J'ai beaucoup trop d'énergie pour ça. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me suis dit, il est temps d'arrêter, de passer à autre chose. J'étais épuisé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêter pour en plus... j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je fais si je m'arrête? Un tour du monde. Let's go! Why not? Voilà ce qui s'est passé. Toujours sur ce sujet, voilà, quand il y a une situation qui nous arrive, finalement, voilà, qu'est-ce que je fais de cette situation? Et donc, on a bien compris effectivement que t'as pas du tout envie d'être un spécialiste du burn-out et ton livre n'est pas un livre sur le burn-out, c'est vraiment un livre, au contraire, sur une renaissance, sur une découverte de soi. Et en même temps, j'ai quand même envie de te poser cette question qui est, bon, on le sait, il y a de plus en plus de cas de burn-out. Terrible. Voilà, donc toi, de ton expérience, quels conseils tu aurais envie de donner à nos auditeurs pour prévenir ce risque et peut-être même repérer des signes avant-coureurs? Alors, sans être un spécialiste, bien sûr, j'aime en parler. Parce que je ne suis pas un spécialiste, par exemple, de la reconstruction sur les réseaux. J'aime pas être trop focalisé là-dessus. Mais effectivement, c'est une bonne question, Natacha, et j'aime parler de ce sujet-là. Alors, il y a plusieurs choses. La charge de travail. Est-ce que la charge de travail que l'on a et que l'on nous donne surtout, puisque c'est quand même comme ça que ça se passe, est-ce qu'elle est adaptée à une seule personne? Est-ce qu'elle est adaptée à ce pourquoi nous sommes venus? Est-ce qu'elle est adaptée à ce que l'on peut supporter? Ça, c'est la première chose, charge de travail. Deuxième chose, prévenir le burn-out, ça pourrait être, on est tous très passionnés dans le retail.
moi je rencontre que des gens passionnés, et moi c'est vraiment 20 ans de passion. D'ailleurs, vous avez vu comment je vous en parle, histoire d'amour. Oui. Une histoire d'amour avec Gap. Là, on voit bien tes yeux qui brillent aussi. Voilà. Et une histoire d'amour avec Sandro. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit une histoire d'amour? On se jette dedans, mais moi j'entends beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, les gens que j'accompagne. Voilà. Est-ce que dans une histoire d'amour, et en tout cas dans une histoire professionnelle, il ne serait pas plus opportun d'avoir effectivement des moments de break, hein, des parenthèses, parce que dans cette passion-là, eh bien on peut justement, on le sait, se brûler les ailes et aller trop loin. Donc, moi j'encourage vraiment, et je suis très vigilant aujourd'hui avec les gens qui accompagnent, sur la qualité de récupération. La passion c'est bien, le week-end ça sert à quelque chose. Hein, le dimanche, c'est un moment pour la famille, c'est un moment. Donc la récupération, elle est le repos, elle est culturelle, elle est sociale, elle est sportive, mais de faire ce break-là. Ce break, il consiste à quoi? C'est pratiquement une mission impossible aujourd'hui, mais elle est pour moi impérative. C'est déjà le break du téléphone, de couper, hein, puisqu'aujourd'hui, en fait, on nous dit ne répondez pas à un mail le week-end, mais on en reçoit, parce qu'en fait, tout le monde se met un peu dans cette énergie de travail, et puis on a l'impression de ne jamais déconnecter. Donc, la déconnexion, elle est très importante pendant les vacances, donc de se donner des moments de repos. Comme un sportif, je fais beaucoup de sport, je fais du sport tous les matins, et bien il y a des jours où je ne fais pas de sport, ce sont les jours de récupération. Le samedi et le dimanche, je ne fais pas de sport, mon corps récupère, mon corps se repose. La prévention, ça pourrait être quoi? L'organisation. Comment est-ce qu'on est organisé? Est-ce qu'on délègue suffisamment? Est-ce qu'on forme suffisamment? Hein, déléguer, former, accompagner. On sait que c'est aussi quelque chose qui va retenir nos équipes, mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, hein? Est-ce que toutes les tâches ne sont pas trop centrées sur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du micromanagement? Est-ce qu'on n'est pas en train de récupérer toutes les tâches? Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? À partir du moment où on se sent fatigué, épuisé, il faut parler. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, les gens qui sont dans l'épuisement professionnel sont dans un état de honte, subissent, n'en parlent pas. Les ressources humaines, il y a un service qui s'appelle les ressources humaines. Hein, donc, l'humain ici ressources. Donc, il faut discuter, il faut ouvrir la conversation, c'est très important. Un burn-out, c'est pas quelque chose de drôle. Ah, moi, je rencontre des gens, effectivement, aujourd'hui, qui sont épuisés pendant plusieurs mois, qui pendant plusieurs mois, cérébralement, ne vont plus pouvoir réfléchir. C'est des gens qui n'ont jamais retrouvé leur capacité cognitive, les capacités de concentration. Donc, on parle de sujet, on ne parle pas d'un petit état de fatigue passager. On parle pas, il y a des gens qui vont rester en dépression pendant des années. Là, j'ai fait une conférence récemment en Belgique, j'ai rencontré une femme, elle en arrêt maladie depuis 7 ans. Donc, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui des sujets de société. C'est important d'en parler, c'est important de voir la conversation. Et puis, également, j'ai envie de dire, écoutez votre corps. On a une seule vie, notre corps, il nous parle. Cet état de fatigue, quand le week-end, on n'arrive pas à sortir du lit, le matin, on doit aller travailler, on n'arrive plus à se lever, notre corps nous envoie des signes. Comment est-ce que ces signes, on les accueille, on les accepte, et ensuite, comment, eh bien, dans notre quotidien, ces signes nous permettent de changer de vie ou pas. Voilà. Ça pourrait être des conseils, ça pourrait être des choses à mettre en place pour se préserver du burn-out, qui est quand même une étape terriblement douloureuse physiquement et psychologiquement. Merci Philippe, très clair. Ouais, merci, je me suis reconnue sur plein de sujets, mais pas du bon côté. Mais en revanche, j'écoute beaucoup mon corps, je m'écoute. Moi, j'aime bien le langage des oiseaux, le maladie, la maladie. Enfin, il y a plein de mots comme ça, en fait, qu'on accueille. Ouais, tout à fait. Et enfin, deux mots, hein, MAUX, MOTS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que de s'écouter, de faire des breaks, je vais m'inspirer de tes mots, parce que c'est très rare chez moi, mais c'est très, très important. C'est une nécessité absolue. Oui. Et ne pas le faire. Donc aujourd'hui, je travaille dans l'accompagnement coach. Donc avec la PNL, j'ai été formé à des choses assez extraordinaires. Ne pas le faire, pareil, le Human Design, c'est ce qu'on appelle subir le conditionnement. Et ce conditionnement sociétal, il est très puissant. Travailler, ne faire que travailler, sans arrêt devoir faire ses preuves. Ce que tu disais, on ne peut pas dire, on ne peut pas en parler quand on se sent fatigué, etc. Parce que voilà, on doit se montrer. Absolument. On pense qu'on doit se montrer. Absolument. Donc ça, c'est un conditionnement d'attachement très fort, Ouais. c'est-à-dire être fort, être parfait, être Ouais, efficace, fort. ne pas montrer par exemple ses faiblesses.
beaucoup de sociétés, même les États-Unis ont beaucoup évolué là-dessus, on le sait. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts où les gens, effectivement, se montrer vulnérable. Bah oui. Je trouve que c'est pas un défaut. Il y a des conférences passionnantes, là, absolument. de Brené Brown, qui est une chercheuse américaine et qui parle effectivement de la vulnérabilité comme un atout dans le leadership. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, d'être un leader. Évidemment, c'est toujours une question de balance, hein, c'est toujours une question d'harmonie, mais il faut être très vigilant là-dessus et la récupération, c'est voilà, la base. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est 3 personnes du retail, 3 personnes passionnées. On est amoureuses, amoureux, aventuriers, aventurières. Mais on est tous les 3 coachs aussi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant les points communs qu'on a. Moi, j'ai été certifiée coach, Natacha, elle a 1000 certifications. Toi aussi. Donc, j'aime bien ce parcours de vie finalement qui nous amène à se dire, à se poser des questions, à se poser déjà, prendre un peu de recul. Comme moi, dans ma certification de coach, on me disait, regarde, tu prends un hélicoptère et tu regardes petit peu ce qui se passe. Observateur. Voilà, être un peu en observation. Et aujourd'hui, finalement, ton métier, c'est quoi aujourd'hui? Tu n'es que coach, tu es conférencier. C'est quoi aujourd'hui ton but finalement? Travailler dans le retail, accompagner autant d'équipes, accompagner des milliers de collaborateurs, c'est déjà avoir été coach toute sa vie. Oui. Là, on est sur du coaching managérial, on en reparlera peut-être après, puisque c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La qualité de relation, on a énormément encore de travail à faire dans le retail. D'accord, ne pas le dire, ce serait, se mettre des mains devant les yeux, et dans toutes les maisons, que ce soit dans le luxe, moyenne gamme, fast fashion, etc. Aujourd'hui, mon métier, alors il y a plusieurs, on dit, cordes à mon arc. L'accompagnement one-to-one, donc j'accompagne beaucoup de CEO, beaucoup de managers, principalement effectivement dans les maisons de mode. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement sur la performance, la confiance, la compétence, etc. Il y a vraiment une partie savoir-être et savoir-faire. Donc ça, c'est la partie la plus importante de mon métier. Accompagnement des équipes, l'accompagnement en one-to-one aussi. J'aime aussi, on est formé en Human Design et PNL à faire de l'accompagnement coaching de vie. C'est quelque chose que je ne délaisse pas puisque ça me plaît beaucoup. Je fais aussi du coaching social. Je travaille avec une association pour coacher des jeunes de banlieue. Donc la banlieue, on sait qu'il y a une partie de la banlieue qui n'a peut-être pas envie de s'en sortir. Il y a aussi des gens en banlieue qui ont envie d'avancer, de travailler. Et ça me passionne énormément. De pouvoir aussi donner du temps gratuit et du temps qualitatif. Alors, le métier de conférencier, il est venu avec le livre, puisque quand ce livre est terminé, j'ai commencé à faire des signatures dans des librairies à Paris, etc. On m'a sollicité pour des conférences, là j'en ai fait une récemment en Belgique devant 150 personnes pour parler de l'aventure, du saut dans le vide, de l'inconnu, et donc j'ai beaucoup de goût à ça. Mais j'ai toujours eu, chez Sandro et déjà chez Gap, mais chez Sandro, je me rappelle, j'ai toujours aimé animer des conférences pour les équipes. On était parfois 2000, 3000, je me souviens, donc avec le monde entier. Donc j'ai toujours aimé être sur scène. Quand je dis être sur scène, c'est partager quelque chose, m'amuser, etc. Donc aujourd'hui, les conférences en entreprise, les conférences pour des associations. Là, j'ai une conférence à venir la semaine prochaine avec l'INSEC, avec des écoles. C'est quelque chose qui me plaît passionnément parce que j'aime cet échange à nouveau, j'aime la rencontre, partager nos expériences. La mienne est en écho, comment cette expérience elle va résonner chez la personne qui écoute. Et puis, la conférence, il y a toujours ce moment sur scène, ce moment où on parle, et puis après, il y a un moment d'échange. C'est ce moment-là, moi, qui me plaît particulièrement, échanger sur nos parcours, nos expériences, voilà. Et puis, dans mon actualité, il y a toujours des podcasts, la participation pour mon livre à des émissions de radio, des émissions de télé. Là, j'ai une radio bientôt sur France Bleu. Voilà, et une activité, média. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est juste extraordinaire. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. C'est-à-dire de se dire à un moment qu'on travaille avec quelqu'un et qu'on puisse l'aider dans sa transformation, c'est quelque chose qui me fascine. C'est comme en fait, j'aime dire que ce que je retiens de Gap, de Zadig et de Sandro, ce sont mes équipes. Et c'est la transformation des équipes. Donc là, en fait, c'est la continuité. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ton why aujourd'hui, vraiment ce qui t'anime, ta mission en tant que coach, conférencier?
J'ai un why encore, Alors, j'ai un why qui peut faire peur des fois quand j'en parle. On est prête. En fait, donc 20 ans dans le retail, j'ai vraiment vu ce qui fonctionnait et j'ai vraiment vu ce qui ne fonctionnait pas. Et moi-même, j'ai été par exemple chez Gap dans des postures qui ne fonctionnaient pas. Directivité, agressif, trop de pression, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est ce que Tony Robbins appelle les états paralysants. Les états paralysants, c'est quoi? Ce sont la peur, la colère, je l'ai dit, l'agressivité, ça peut être le manque de confiance, etc. De nombreux managers travaillent encore de cette façon-là. Énormément, énormément. Ne pas en parler, pour moi, c'est le nier. Hein, j'entends beaucoup du management, que ce soit dans le retail, dans la mode, dans la distribution, qui est encore dans ce type de management. Ce type de management, aujourd'hui, il fait fuir les nouvelles générations. Tout simplement parce que ces générations-là, déjà, elles n'ont pas été éduquées comme ça. Hein, les générations qui ont 20 à 25 ans ont été éduquées avec quelque chose, avec une grande ouverture d'esprit. On était déjà dans un modèle d'enseignement, en tout cas de transmission des parents, qui était différent que les parents des années 60, des années 70, des années 80 même. Hein, on était dans des années uniquement de la performance, des années tapis. Hein, donc on a quand même connu ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les jeunes générations, aujourd'hui, elles ont envie d'un management, d'un leadership participatif. Elles ont envie... J'aime dire ce mot-là, parfois je sais qu'un jour un journaliste m'a repris, elles ont envie qu'on leur parle avec amour. Parce qu'il y a soit les états de peur paralysants, j'en ai parlé tout à l'heure, en coaching on les connaît, soit les états dynamisants. Et les états dynamisants, c'est quoi? La confiance, l'empathie. Alors l'empathie, d'accord, mais pas l'empathie qu'on écrit sur le couloir du mur dans l'entrée de l'entreprise et qui n'est pas incarnée. On parle de l'empathie incarnée, dont j'en parle beaucoup avec les gens que j'accompagne aujourd'hui. Eh bien, c'est cette qualité d'écoute, cette qualité d'accompagnement, cette qualité de confiance. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les états d'amour? Eh bien, il y a le plaisir, la joie. Ça ne veut pas dire qu'on travaille comme des bisounours, parce que moi, j'ai vraiment un peu comment dire, cette dualité quand je travaille avec mes clients, c'est que je suis un passionné de la performance et un passionné de comment dépasser ses limites. Et on peut dépasser ses limites aussi, bien sûr, avec humanité, avec une vraie bienveillance incarnée. Donc aujourd'hui, mon why, ce serait ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur. Ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Hein, j'ai rencontré la semaine dernière un coach, Gaël, on va faire un podcast ensemble. Il parle de spiritualité de l'entreprise. Aux États-Unis, on parle de management holistique. On a beaucoup de retard. Le Human Design, c'est un outil spectaculaire pour cela, qui explose aux États-Unis. On a beaucoup de retard là-dessus. Avant d'être des performeurs, on est des humains, on est des âmes incarnées. Donc comment ces humains et ces âmes, eh bien on va les emmener haut, mais on va les emmener haut avec véritablement, j'ose le dire aujourd'hui, des états d'amour. Et j'en parlais déjà avec Kevin Chitrit il y a quelques années, elle adorait quand je lui disais ça. Donc voilà, mon why c'est, et je pense être convaincant et expert là-dessus parce que j'ai tout connu, et j'ai moi-même adopter les deux méthodes. Avant Sandro, j'étais beaucoup trop dans la pression. Sandro, j'ai basculé dans une autre méthode et ça a été une aventure extraordinaire, une aventure amoureuse. Ça fait écho à ce que tu dis, je trouve, dans nos formations. Nous on forme les équipes retail des maisons de luxe. Et donc aux techniques de vente, les techniques de vente, c'est tout le temps les mêmes. Moi, c'est ce que je dis à mes conseillers de vente, je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Mais vraiment, ce qui va faire la différence, je trouve aujourd'hui, c'est la manière dont on va s'intéresser à son client, cette manière authentique de lui parler. Je fais mes formations sur être focus client versus focus produit. Et le client, il va venir vous voir pour vous. Et j'étais la semaine dernière à un petit déjeuner où on disait que quand un conseiller de vente arrivait à embarquer son client, il avait 86% de chances de plus de lui vendre, de lui faire vivre une belle expérience. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, dans le luxe, quand on est dans l'univers du luxe, qu'un client vient dans une maison de luxe, il sait où il va. On n'est pas chez Leclerc ni au manège à bijoux, sachant qu'on peut tout à fait aller là-bas. Il sait où il va et il attend une expérience, il n'attend pas qu'on lui vende un produit. On a beaucoup de demandes en ce moment dans l'univers de l'automobile et on se rend compte aujourd'hui que la marque ne suffit plus, le produit ne suffit plus. Absolument. Et en fait, on a une prise de conscience moi, mes clients qui m'appellent on aimerait bien augmenter l'expérience client. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de travailler dans des ateliers automobiles? Je dis non, moi c'est pas mon métier, mais je comprends ce que vous voulez dire parce que moi je suis cliente et bien quand sûr. Je vais aller dans un garage, j'ai envie qu'on me fasse un sourire, qu'on m'accueille et je comprends votre besoin.
Et c'est, enfin voilà, ce que tu Bien dis, sûr. c'est, alors je vais pas parler trop d'amour dans mes formations, mais je vais vraiment parler Mais quand je parle de ça, d'authenticité. ça Mais dit en moi fait, j'aime bien ton voilà. idée en coaching. Mais quand je parle de ça, c'est vraiment les mots de Tony Robbins. Tu sais, c'est ces états dynamisants, ce sont des états d'amour. Voilà. Et ensuite, l'inverse, ce sont les états paralysants qui sont des états de peur. Après, dessous, tu peux lister sans émotion et sans comportement, même plus, tu vois. Mais c'est vraiment de différencier et en fait d'appeler les choses comme elles sont. Et tu as raison. Aujourd'hui, on a besoin d'expérience. Le produit ne suffit plus. Bah non. Hein, je rentre de New York et effectivement, on est à fond dans cette énergie-là. Tu vois, donc c'est aujourd'hui, et puis on le voit, dans un monde qui est fracturé, dans un monde qui est violent, enfin, ne pas le dire, pareil, ce serait le nier. Donc comment dans ce monde-là, on apporte une expérience extraordinaire à nos clients et à nos collaborateurs. Ouais. C'est ça là, c'est une passion, je trouve. Hein. Je pense que c'est le retail de demain, et ceux qui ne le comprendront pas disparaîtront. Et beaucoup des gens ont disparu, et quand tu regardes ceux qui ont disparu, probablement, en termes de management, en termes d'expérience client, il y a possiblement, probablement des choses à améliorer. Oui, c'est sûr. Et alors oui, tu rentres tout juste de New York. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a inspiré, et qu'est-ce que tu pourrais deviner du retail de demain? Bon, New York, quand on parle d'histoire d'amour, New York, c'en est une grande. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai dû aller une cinquantaine de fois à New York, donc j'adore sauter dans l'avion, ça a été fait en last minute et atterrir dans le coup de JFK. Alors, New York, dans le retail, il y a toujours cette folie des flagships, qui est spectaculaire. On a des flagships à Paris, sur les Champs-Élysées, ça n'a toujours rien à voir. Hein, Avec des des flagships, mesures. voilà. Ouais. Là, c'est vraiment Nike sur la Nike, 5e avenue, Adidas. des murs entiers. Et ce qui est assez spectaculaire chez Nike, et je l'ai constaté aussi ailleurs, chez Uniqlo dans le luxe, c'est à un moment cette sacralisation de la relation et de l'objet. Chez Nike, quand tu rentres, tu as sous cloche des baskets des années 70 qui ont été portées par je ne sais plus qui, tel sportif, et du coup le produit devient un produit sacré. Hein, tu as une dimension, Luxe. absolument. Alors, donc j'ai beaucoup vu ce genre de choses. Cette marque aussi qui cartonne en ce moment aux États-Unis, c'est Aimé Léon d'Or, donc pas du tout présent ici. Et donc, pareil, tu as une boutique à Nolita. Et alors, dès que tu arrives devant la porte, on te dit que on t'enregistre et il faut te promener 45 minutes dans le quartier parce que tu vois, il y a une liste d'attente. On ne te fait pas attendre devant la porte. Ok, donc dès le départ, ton expérience, elle est extraordinaire. Sabine, tu parlais d'expérience client. Et quand tu rentres dans la boutique, par exemple, de Nolita, eh bien pareil, tu as de l'espace, c'est une aventure, une expérience assez extraordinaire. C'est ce que j'ai vu de partout, la qualité de l'expérience. Alors du coup, Nolita a récupéré toute cette expérience-là. D'ailleurs, j'étais ravi de voir Cézanne et Octobre qui sont là-bas, qui cartonnent. Et puis dans l'ancien Soho, tu as les marques un peu anciennes. Alors tu as le Soho Ultra Luxe, mais plus loin, tu as les marques qui patinent un peu et qui ont déjà décroché. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. Sabine, tu le dis très bien, cette qualité d'expérience expérientielle, comment ton expérience, elle devient unique. Et tous l'ont compris. Mais ça, c'est la force des Américains. J'ai vécu là-bas, donc je les adore. Pour ça, en tout cas, on me dit c'est superficiel, ok. Sauf que c'est toute la qualité, je trouve, de chaque jour qui fait la qualité de notre vie. C'est pas d'avoir 5 amis extraordinaires pour moi qui fait la qualité de ta vie. Ok, tes 5 amis, on te dit que tes Américains sont superficiels, et tes 5 amis, tu les vois de temps en temps. Mais les Américains, là où ils sont forts, Sabine en parlait, l'expérience, tu rentres dans les boutiques et tout de suite, il y a un lien extraordinaire qui est créé. Ils vont encore plus loin aujourd'hui. Donc, il y avait toujours aux États-Unis, tu sais, ces greeters, hi, welcome to Gap, welcome to Bloomingdale's. Aujourd'hui, dès que tu arrives, ils créent avec toi un lien. En PNL, on appelle ça la synchronisation. Eh bien, ils vont se synchroniser aux clients. Tout de suite, ils vont entendre un accent, par exemple, where are you from? How is your day? How's your vacation? Et là, tu n'es plus du tout dans un espace de vente d'un coup. Tu es dans un espace de relation. Et donc, il y a ce fameux icebreaker qu'on n'arrive pas à faire en France. Je vais dans. Non, mais. C'est pas bon. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, Moi, je vais dans mon ancien groupe, je vais dans le Marais, me prennent dans le Marais, tu rentres dans les boutiques, 89% de l'accroche que l'on fait, c'est comment est-ce que je peux vous aider? Non, mais et encore, quand on te demande, hein, parce que Quand moi, on je suis me souvent demande. client fantôme. Hein, Alors, on me demande souvent, mais dans ces cas-là, moi, des fois, je l'ai même fait 2 ou 3 fois, je dis, bah, comment vous pouvez m'aider? Bah, tiens, justement, il faut que je fasse aujourd'hui mes courses, je dois aller chercher ma voiture. J'ai presque envie de répondre ça. Non, mais comment est-ce que je peux vous aider? Et les Américains,
Il y a cette accroche absolument extraordinaire qui est... Alors, une fois que cette accroche elle est faite, il te laisse tranquille après. Tu as un espace qui est, à l'impression, un espace de no-vente. Ils sont très malins. L'espace, il dure un peu de temps, et puis là, ils reviennent, et là, c'est subtil. Moi, je suis parti de chez Melon Doré avec un sac plein. Nike, non. North Face, un flagship énorme, mais pareil, j'ai rempli mon sac, parce que il y a avant, tu sais, cet effet, en France, on est encore, le vendeur vient te voir, et donc on est tous comme ça. Et puis, tu as envie de sortir de la boutique. Eh bien, à New York, ce que j'ai vu, Natacha, c'est la générosité. La générosité dans la relation, tu restes, envie de t'asseoir. North Face, pareil, des espaces dans la boutique, des boutiques immenses, envie de t'asseoir. Bon, ça, on a quand même compris. Pas de partout encore. Voilà, j'ai vu. Donc, je pense que le retail de demain, je suis pas étonné, il est dans la relation. Moi, j'en parlais depuis longtemps. Il est dans la qualité de l'échange et il est dans la qualité de l'expérience. Aujourd'hui, il y a des marques démontent que j'adore, mais quand je rentre dans la marque et j'ai pas d'expérience, j'achète rien. J'ai pas du tout envie. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie de me souvenir, comme dans un restaurant, l'assiette ne suffit plus. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu aux États-Unis. New York était spectaculaire. Nolita, Brooklyn. C'est une ville c'est une ville dont on a beaucoup à apprendre. Quand tu rentres à Paris, effectivement, on a encore un décrochage. Mais tu vois, quand tu parles de superficialité, moi je dis toujours les Américains, moi je pense comme toi, ils sont pas superficiels, ils vont être sincères sur le moment. Et moi, dans mes formations sur une journée, je vais lier des liens avec mes équipes, enfin avec les participants, en un jour, mais à la fin, il y en a, je vais dire, j'exagère, mais presque pas, c'est devenu mes best friends, parce que j'ai créé quelque chose avec eux. Et on peut pas dire c'était superficiel, on va pas téléphoner parce que ça a duré une journée, mais il y a un truc qui s'est vraiment créé, c'était sincère. Et la semaine dernière, j'étais encore à la Samaritaine et il y a quelqu'un qui ouvre à ma porte, un des conseillers, un sales advisor. Il me demande excusez-moi, il fait oh comment ça va Sabine. Et il se rappelait tout à fait de moi. Moi évidemment, on en a formé 300, impossible de me rappeler du prénom, mais je savais très bien qui c'était. J'avais une anecdote sur lui dans ma tête. Et comment ça va. Et en fait, voilà, il y a des personnes avec qui tu as des liens qui peuvent se créer en 7 heures de formation, à 9h30, 17h30, et avec qui, tu vois, c'est un peu à l'américaine. Pour moi, c'est pas superficiel, c'est sincère le moment que tu auras vécu avec ces personnes. J'aime beaucoup ce que tu dis, le mot sincérité. C'est incarné dans le moment. Exactement, c'est sur le moment. Les Américains, ils vont te faire un hug, mais c'est un vrai hug. Et après, fine, tu les revois pas, mais au moins tu as ce souvenir du vrai hug avec eux. Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre, et c'est ce que j'ai vu dans mon tour du monde. Et je pense, alors c'est une conviction profonde aujourd'hui, c'est la qualité de tous nos moments de la journée qui fait la qualité de notre vie. J'incite parce que si tes journées, ce sont des journées qui te sont désagréables et que tu rencontres ton best friend le vendredi soir et que tu as juste un moment au restaurant, pour moi ça ne me suffit pas. Dès le matin, moi j'aime effectivement aujourd'hui, je suis très inspiré par Louis Sanza, par Joe Dispenza, etc. Où dès le matin, eh bien, tu sors de chez toi avec le sourire et il y a plein de choses qui s'enclenchent. Et voilà, donc oui, New York c'était spectaculaire, on a beaucoup à apprendre. On a vraiment beaucoup à apprendre. Les grands magasins parisiens ne sont encore pas tout à fait cette énergie-là, quelles que soient les marques, quand tu arrives. Voilà. Mais c'est pas compliqué en plus. C'est pas facile. En fait, on est convaincu de ça. J'instaurais ça beaucoup chez Sandro, mais je l'instaurais aussi dans mon management, comme je vous parle là. D'ailleurs, les équipes, j'ai encore beaucoup de contacts aujourd'hui avec toutes mes équipes. Il y en a beaucoup qui sont encore présents. Quand je dis mes équipes, c'est parce que j'ai été avec eux pendant 7 ans. Et en fait, il se passe beaucoup de choses dans la proximité. La proximité, c'est pas la familiarité. Non, bien sûr que non. Absolument. La proximité, absolument, c'est d'un coup la qualité de l'échange, comme tu l'as dit Sabine, d'être dans ce moment-là. Et voilà, on a beaucoup à apprendre de cet état-là en France, en Europe. Je pense que tu as une actu super brûlante actuellement. Est-ce que tu veux bien nous dire déjà quelle est ton actu et ensuite où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, écoute, mon actualité, c'est bien sûr toujours les coachings, les rencontres. J'ai pas mal encore de médias à venir pour parler de mon livre. Je viens de faire une interview dans un magazine. J'ai France Bleu la semaine prochaine. J'ai des très beaux podcasts à venir. Je suis très heureux du vôtre déjà. Dans mon agenda, il était entouré avec des lettres d'or. Donc voilà. J'ai une très bonne nouvelle pour moi. J'ai été contacté par TEDx France
pendant l'été. Et donc j'ai été voilà, sélectionné. Hein, donc c'est quand même si tu es contacté un long process, tu envoies des vidéos, etc. Hein, tu es comme un casting. Et donc j'ai été sélectionné pour un TEDx. C'est la première fois que j'en parle, que je l'annonce. Merci. Et donc j'ai un TEDx à Lyon le 14 novembre dans ma ville. En plus, c'est ma ville de naissance. Magnifique. Je suis très heureux. Là, j'ai un petit coup de fierté d'un coup parce que je me dis qu'il y a beaucoup de coachs. Tout le monde ne fait pas des TEDx. Donc, je suis très content. Ouais. Voilà, mais c'est vraiment, moi, je ne fais que ça. Donc, voilà, je suis très content de ce TEDx. Je ne donne pas encore le contenu. Ouais, Voilà, j'ai ça. Alors, où est-ce qu'on peut me trouver? Site internet, évidemment. On vient de le refaire. Sur mon site, il y a mon numéro. Donc, appelez-moi. Parce que moi, je suis un amoureux de la relation. Donc, on boit un café ensemble, comme on avait fait, Natacha. Ce sont des moments pour moi. J'ai toujours le temps. C'est quelque chose aussi dont j'aime parler, tu sais, quand je parle de relations avec tes équipes, ce manque de temps. Moi, je coach pas mal de CEO, et ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais le temps d'accorder du temps à leurs équipes. Et quand ils comprennent que le temps qu'ils accordent à leur équipe, il va être revenu par 1000, hein, etc. La qualité du temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ralentir avec les équipes, passer du temps qualitatif, leur poser des questions, s'ouvrir à leur modèle du monde. On en a assez peu parlé, mais c'est vraiment des choses moi, qui me passionnent dans la relation managériale. Et voilà, qu'ils soient partie prenante des décisions, c'est ce qu'attendent les jeunes générations aujourd'hui. Donc je pense que ça va faire partie des sujets peut-être de mon TEDx. Et, voilà, mais j'ai pas mal d'actualités, mais mon actualité, c'est vraiment, voilà, appelez-moi, buvons un café et puis rencontrons-nous. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que, comme le disait Sabine, nous, on est totalement alignés avec tout ce que tu nous livres. Et ça me donne envie de te demander si tu pourrais nous partager ton mantra. Mon mantra, Natacha, c'est une question que j'adore, que tu me poses. J'en ai deux. Le premier, c'est chaque fois qu'il m'arrive à une situation difficile dans la vie, ou même dans la journée, d'accord? Eh bien, regarde, tout à l'heure, il y a un vélo qui m'a percuté. Ok, voilà. Eh bien, tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de cette situation? Le vélo m'a percuté. Tout à l'heure, le gamin, il a eu peur. J'avais pas lu. Qu'est-ce que je fais de ça? Reste calme, ça peut arriver. Prends du recul. Même quand je suis arrivé, on va pas remettre le podcast en cause. Ça, c'est un mantra pour moi tout le temps. Qu'est-ce que je fais de ça? J'ai mon burn-out. J'ai eu, comme on a tous des moments difficiles dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, cette question-là m'amène vers mon deuxième mantra. C'est-à-dire, c'est incarné chez moi, burn-out. Dans mon livre, je parle de traumatisme de l'enfance, etc. Je parle de dose de drogue à New York, par exemple. Donc, j'ai vraiment eu la vie puissance 1000. Eh bien, du coup, cette question, qu'est-ce que je fais de ça? Elle emmène la deuxième. Je pense véritablement, et c'est incarné chez moi, qu'on a la capacité de surmonter beaucoup de choses, plus qu'on l'imagine. Et est-ce que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, qui nous paraît difficile, voire insurmontable, serait pas le plus beau tremplin de notre vie? À quoi je pense? Eh ben, mon burn-out, difficile, terrible. Ok, je pars sur les rues du monde, c'est la plus belle année de ma vie. C'est la plus belle année de ma vie. Je ne le referai peut-être pas. Et quel parcours aujourd'hui? Voilà, et 24 pays et des rencontres extraordinaires, c'est la plus belle année de ma vie. Extraordinaire, le Brésil, le Machu Picchu, et ce tour du monde, je pars parce que je suis au bout de ma life. Donc, voilà, les deux mantras. Alors les mantras, il faut les dire, après il faut les incarner. Hein. Ah oui, Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des mantras. Et pareil, le mantra, ça rejoint, tu disais tout à l'heure, toute cette expérience et ce moment présent. Moi, je suis pas trop, je fais beaucoup de méditation, mais je suis pas trop dans, tu sais, des états comme ça. Moi, j'aime la méditation toute la journée. Comment, toute la journée, tu es dans un grand état de conscience. Ne pas répéter des schémas qui sont toujours les mêmes, ou être dans un pilotage automatique, mais cet état de conscience t'amène dans une qualité de relation. Mais surtout que ton premier mantra, là, oui, je trouve qu'il est super intéressant. Dans le qu'est-ce que je fais de ça, quand il m'arrive quelque chose dans la vie, c'est à mettre tout de suite à notre responsabilité. Et quand on se sent responsable, finalement, on n'est plus tellement dans ce truc très français de vouloir râler, se plaindre, etc. On se dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Super. C'était ta responsabilité, tout à fait. Et moi, pour ton deuxième mantra, on a chacune notre mantra, ça me fait penser à deux mots, à la résilience et au kintsugi.
Je sais pas si tu connais le kintsugi, cet art japonais où quand tu casses quelque chose, tu le répares. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec ta mésaventure qui est arrivée, tu es vraiment en kintsugi, en réparation avec nous. Et il y a il y a quelque chose J'y encore pense plus, tu vois. De quoi? J'y pense plus déjà. Bah oui, mais moi je le regarde. Mais en fait, tu vois, je me dis, moi j'ai vraiment, on me caractérise avec le mot résilience. Et tu vois, toujours me relever, toujours aller de l'avant, être déterminé. Et je me dis, tu vois, dans ton épreuve, de cette blessure qui va être belle, parmi tous tes tatouages, Absolument. avec tes bras tout forts, Je pense qu'elle va rester, je vais me et de souvenir. sportif, tu vois, c'est notre signature à nous de ce podcast. Tout à fait. J'aime la renaissance, j'aime la résurrection. Je me souviens, Madonna, que j'aime beaucoup, c'est ma génération, avait fait une tournée qui s'appelait Reinvent Yourself. Comment on se réinvente, hein, tu vois, de nos épreuves, on sait qu'on en a tous connu, mais je pense qu'on a une force qu'on est inespérée. On a une force, et je l'ai vu hein, dans mon tour du monde aussi, parce que le tour du monde, c'est des centaines d'anecdotes et d'aventures. Alors là, je peux dire plein de fois, tu tombes, tu te relèves. Je pense qu'on n'imagine pas la puissance et la force qu'on a en utilisant l'énergie de l'amour. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous. Super. Magnifique moment. Ouais. Merci infiniment. Merci. À très bientôt.